72 heures avant que Alison Wardwa ne devienne tireuse d'élite, sa plus grande source d'inquiétude tenait dans une anomalie minuscule au sein d'un registre de munitions. Le soleil du matin s'abattait sur la base avancée Griffin, comme une masse tangible. En septembre, dans la province de Djumzaïr, la chaleur dépassait déjà toute mesure raisonnable avant même midi. À l'horizon, l'air vibrait, saturé de poussière et d'émanations de carburant. Alison, elle, travaillait à l'abri relatif du dépôt logistique, dans une pénombre fraîche et artificielle. Devant elle, un ordinateur portable cabossé peinait à afficher chaque page de tableur. 30 secondes d'attente pour chaque clic. 7200 cartouches de 5,56 mm autant. Comptées, vérifiées, prêtes à être distribuées. Les bandes de M240B étaient reclassées par numéro de lot. Les munitions de calibre .50 BMG reposaient dans leurs conteneurs spécifiques, chacune identifiée, tracée, enregistrée. Rien ne manquait, rien n'était en trop. C'était ce monde-là qu'Alison maîtrisait, l'ordre, les systèmes fermés, la certitude que chaque chose avait une place précise. À 24 ans, elle trouvait dans cette rigueur une forme de réconfort. Elle venait du Wyoming, d'une petite ville nichée près de la chaîne de Wind River. Son père avait travaillé dans les mines de cuivre jusqu'au jour où un éboulement lui avait brisé 3 vertèbres lombaires. Sa mère enseignait à l'école primaire et étirait chaque dollar jusqu'à l'épuisement. L'université n'avait jamais été une option. La famille avait besoin de revenus, pas de dettes supplémentaires. L'armée, en revanche, savait parler aux jeunes gens de ces villes oubliées. Salaire stable, formation, avantages sociaux et surtout une promesse, voire autre chose que les mêmes montagnes grises toute une vie. Alison avait signé 2 semaines après ses 18 ans. L'instruction initiale avait failli la détruire. Les cris incessants des instructeurs. Les courses jusqu'à l'effondrement. La boue, le fil barbelé, les détonations à blanc au-dessus de sa tête. 3 recrues de sa section avaient abandonné dès la première semaine. Alison, elle, avait envisagé de renoncer chaque jour, mais renoncer signifiait rentrer les mains vides. Renoncer signifiait que le dos brisé de son père n'aurait servi à rien. Renoncer, c'était accepter d'être aussi insignifiante que la petite ville qu'elle avait fuie. Alors, elle avait tenu. Non par courage, mais parce que l'échec n'était pas une option. Après la formation, elle s'était spécialisée dans la logistique et la gestion des approvisionnements. Un domaine discret, ingrat, sans gloire. Personne n'écrivait de récits héroïques sur ceux qui comptèrent les balles et validaient des numéros de série. Mais cela convenait parfaitement à son esprit méthodique. Ses supérieurs avaient rapidement remarqué sa fiabilité. C'est ainsi qu'elle s'était retrouvée ici, à la base avancée Griffin, au milieu de nulle part, entourée de territoires hostiles, où chaque convoi de ravitaillement pouvait devenir un piège mortel. Elle referma l'ordinateur et essuya la sueur sur son front. Même à l'ombre, la chaleur écrasait tout. Un coup d'œil à sa montre, l'heure du déjeuner. Le réfectoire signifiait toujours la même table, les mêmes visages. Briggs, le mécanicien texan capable de démonter un MV les yeux fermés. Keller, spécialiste des transmissions cryptées et amateur de plaisanteries atroces. Et Marcus Vaughn, infirmier de combat, qui avait sauvé plus de vies qu'il ne voulait en compter. Et n'en parlait jamais. Ce jour-là, Marcus était seul, tassé dans un coin. Alison posa son plateau en face de lui sans demander. Ici, on ne demandait pas. « Journée d'inventaire » demanda-t-il, avec un sourire fatigué. « Toujours » répondit-elle. Elle piqua son morceau de poulet, dont la texture rappelait vaguement le caoutchouc. « Tu as une sale tête. » Évacuation médicale à 3 heures. IED, 19 ans. Il fixa sa tasse de café. « On n'a pas pu sauver ses jambes. » Alison ne trouva rien à répondre. Elle n'y arrivait jamais quand Marcus parlait de ce genre de choses. Son monde à elle était fait de chiffres et d'entrepôts climatisés. Le sien baignait dans le sang, la douleur et les décisions impossibles. Le silence s'installa. Puis Marcus posa sa fourchette et la fixa avec une intensité nouvelle. « Tu devrais apprendre autre chose que la logistique. » « Comment ça ? » « Il y a des formations sur la base. Combat, premier secours, maniement des armes, orientation. La plupart du personnel de soutien les ignore. » Il se pencha vers elle. « Mais tout le monde devrait savoir se défendre et aider les autres quand tout part en vrille. » « J'ai tiré en instruction, dit-elle. »« Quand »
Elle réfléchit. 18 mois. Une qualification au M4, juste assez pour valider. Depuis, rien. Marcus hocha la tête, comme s'il attendait cette réponse. Il sortit un bout de papier froissé de sa poche et le fit glisser vers elle sur la table. Le sergent-chef Maurice dirige un programme optionnel les mardis et jeudis soirs. Présente-toi si tu veux être autre chose qu'un nom sur une liste de pertes. Marcus s'était déjà levé, avait ramassé son plateau et s'éloignait sans attendre de réponse. Allison baissa les yeux vers le papier. L'écriture était grossière, presque agressive. Des horaires. Un point de rendez-vous à l'extrémité et de la base. Tout en bas, une seule phrase, écrite plus lentement, comme si elle avait compté davantage que le reste. Chaque soldat tient la ligne quand le moment l'exige. Elle plia la feuille et la glissa dans sa poche. Elle n'irait probablement pas. Elle avait des stocks à gérer, des rapports à rendre, des responsabilités bien réelles. Son travail comptait déjà suffisamment sans qu'elle se rajoute des complications inutiles. Et pourtant, ce soir-là, une fois ses tâches terminées, Allison se retrouva à marcher vers les coordonnées griffonnées par Marcus. Le stand de tir se situait à la limite de la base, entouré de murs anti-blast et surplombé par une tour de garde. À 18 heures passées, la chaleur restait écrasante, collante, presque hostile. Un petit groupe de soldats attendait près d'un râtelier d'armes. La plupart semblaient plus jeunes qu'elle. Du personnel de soutien. À en juger par leurs attitudes, transmission, maintenance, administration. Des gens qu'on n'imaginait pas en première ligne. Face à eux se tenait un homme âgé, trop âgé, même selon les standards militaires. 65 ans au moins, peut-être davantage. Son visage était buriné, tanné comme du cuir ancien. Des cicatrices zébrèrent ses avant-bras. Il boitait légèrement, reportant son poids sur la jambe droite, mais son regard était vif, précis, presque tranchant. Quand ses yeux se posèrent sur Allison, elle eut la sensation très nette d'être passée au crible en moins de 3 secondes. « Nouvelle !» lança-t-il d'une voix râpeuse, forgée par des décennies passées à hurler au-dessus du bruit des armes. Allison Ward, logistique. Maurice, sergent-chef, retraité. Il inclina légèrement la tête. « Tu sais tirer ? Qualification à l'instruction de base. » Ça ne veut rien dire. Il se tourna vers le râtelier et en sortit une carabine M4. M4, calibre 5,56 autant. Portée efficace, 300 mètres. On commence par ça. Il lui tendit l'arme. Elle lui parut plus lourde que dans ses souvenirs. Le métal était brûlant, chauffé toute la journée par le soleil. Pendant 20 minutes, Maurice passa en revue les fondamentaux. Charger un chargeur, positionner correctement la visée, contrôler la respiration avant la détente. Son enseignement était sec, chirurgical, pas d'encouragement, pas de reproches, juste des faits, livrés avec l'attente implicite qu'elle comprendrait. Il désigna enfin les silhouettes en papier, installées à 100 yards. « Montre-moi ce que l'instruction t'a appris. » Allison prit place sur la ligne de tir. Ses gants étaient humides de sueur. Elle épaula, chercha le guidon, tenta de rassembler des souvenirs vieux d'1 an et demi. Respirer, presser, pas tirer. Accompagner le départ du coup. Elle tira 5 fois, méthodiquement. Le recul cogna son épaule. L'odeur de la poudre lui envahit les narines. Lorsqu'elle abaissa l'arme, Maurice s'éloigna sans un mot pour examiner la cible. Il revint, impassible, puis lui reprit le fusil. « Regarde ton groupement. » Elle plissa les yeux. Les impacts formaient une grappe compacte, de la taille d'1 point, à quelques centimètres du centre. « La plupart des débutants arrosent, » dit Maurice d'une voix plus basse. « Ils tremblent, ils anticipent le recul, ils arrachent la détente. » Il planta son regard dans le sien. « Tu n'as fait aucune de ces erreurs. Ton tir est propre. Contrôlé. » Il marqua une pause. Son expression changea subtilement. Ce n'était pas de l'approbation, plutôt une reconnaissance. « Tu as un talent naturel. Peu de gens en ont. Et ça se cultive. » Les semaines suivantes, Allison revint chaque mardi et chaque jeudi soir. L'entraînement devint un rendez-vous qu'elle attendait avec impatience. La logistique était essentielle, mais monotone. Les mêmes tableaux, les mêmes chiffres, les mêmes rapports. Le stand de tir, lui, offrait une vérité immédiate. La balle atteignait la cible. Ou non. Pas d'excuses, pas de paperasse. Seulement la physique, la concentration et la maîtrise. Maurice enseignait avec une intensité silencieuse. Il expliquait la science du tir, le vent et ses effets invisibles, la température et la combustion de la poudre, la respiration
capable de déplacer un impact de plusieurs centimètres si elle était mal maîtrisée. À la 3e semaine, il introduisit d'autres systèmes d'armes, la M240B, la M249, chacune avec son caractère, son recul, sa logique. Puis, à la 6e semaine, il apporta quelque chose de différent. La M110 reposait sur le banc comme une pièce d'horlogerie militaire, plus longue, plus lourde. Une optique imposante montait sur le rail. Ce n'était pas une arme pour arroser, c'était une arme pour choisir. Maurice la manipula avec un respect évident. 7,62 autant, portée efficace, 800 mètres, semi-automatique, plus rapide qu'un verrou. Il la fixa. Mais la discipline sur la détente doit être parfaite. La moindre erreur est amplifiée par l'optique. Il installa des cibles à 300 yards, de minuscules points blancs, presque irréels, au bout du champ de tir. Alison Ward s'installa derrière la M10. Dès qu'elle posa l'œil contre l'oculaire, le monde se réorganisa. La distance se contracta. 300 yards cessèrent d'exister comme abstraction. Elle distinguait les agrafes qui maintenaient la cible en papier, les déchirures laissées par les tirs précédents. À travers l'optique, la distance semblait ridicule. La voix de Maurice, posée, presque neutre, arriva à son oreille. « Respire, laisse sortir la moitié de l'air. Bloque, presse. » Le départ du coup fut plus brutal que celui du M4. Le recul frappa plus sèchement. La détonation était plus grave, plus profonde, presque physique. Alison suivit la trajectoire dans la lunette. L'impact apparut légèrement à gauche du centre. « Vent latéral », constata Maurice. « Tu ne l'as pas compensé. Recommence. » Elle corrigea sans discuter. Le second tir perça exactement le centre de la cible. À la fin de la séance, 9 balles sur 10 se trouvèrent dans un cercle de 15 cm à 300 yards. Son épaule la lançait. Ses yeux brûlaient à force d'avoir scruté l'optique. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était apaisé. Une sensation rare, presque étrangère. Il nettoyait les armes en silence lorsque Maurice parla, sans la regarder. « Tu pourrais en faire ton métier ?» Elle leva la tête. « École de tireur d'élite. Cours de tir de précision. » Il marqua une pause. « Tu as le tempérament, la patience, l'absence d'ego, la capacité d'attendre sans bouger. » Alison esquissa un rire nerveux. « Je suis très bien en logistique. Je ne cherche pas à jouer les héroïnes. Ce n'est pas une question d'héroïsme. » Sa voix s'était durcie. « C'est une question d'utiliser ce que tu as. Tout le monde n'est pas capable de faire ce que tu viens de faire. La majorité en est incapable. » Il se tourna enfin vers elle. « J'enseigne le tir depuis 25 ans. J'ai formé des centaines de soldats. Tu fais partie des 5% les plus doués que j'ai jamais vus. » Alison ne sut quoi répondre. Elle marmonna quelque chose à propos de la chance, puis termina le nettoyage sans un mot. Mais les paroles de Maurice ne la quittèrent pas. Elle la poursuivait pendant les inventaires. Elle revenait à la nuit, lorsqu'elle était allongée sur sa couchette, à écouter le vent du désert siffler contre les structures métalliques de la base. Était-elle vraiment destinée à ne faire que compter des cartouches ? La question avait quelque chose de dangereux, comme une porte entr'ouverte qu'on hésite à pousser de peur de ne plus pouvoir revenir en arrière. Septembre glissa lentement vers octobre. Les entraînements continuèrent. Les progrès d'Alison étaient constants, mesurables. Maurice introduisit des notions plus avancées. La chute balistique à longue distance, la lecture du mirage pour estimer le vent. L'effet de Coriolis, cette rotation imperceptible de la Terre capable de dévier une balle au-delà du kilomètre. Un soir, après une séance particulièrement réussie, Maurice l'invita à s'asseoir sur le haillon de son pick-up. Il sortit 2 bouteilles d'eau d'une glacière et lui en tendit une. Ils restèrent un moment sans parler, à regarder le soleil se coucher sur le désert. Le ciel vira à l'orange, puis au violet. « À cette lumière, dit-il enfin, on pourrait presque oublier qu'une guerre se déroule juste derrière les murs. » Puis, sans transition, « J'avais une fille. » Alison se tourna vers lui, surprise. Elle aurait ton âge, 24, 25 ans. Il fixait l'horizon. Je ne lui ai pas parlé depuis 6 ans. Elle dit que j'ai choisi l'armée plutôt que ma famille, que je n'étais jamais là quand ça comptait. Un souffle. Elle a probablement raison. Il but une longue gorgée d'eau. 25 ans de service. Grenade en 83, Panama en 89, tempête du désert en 91. Je suis revenu avec des cicatrices et des histoires.
Mais j'ai raté les anniversaires, les remises de diplômes, tout ce qui comptait vraiment pour elle. Il se tourna vers Allison. Ses yeux brillaient. Ma femme est morte d'un cancer, en 2008. Ma fille ne m'a appelé que 3 jours après l'enterrement. C'est là que j'ai compris que j'avais échoué, là où ça importait le plus. Allison resta silencieuse. Elle n'avait jamais vu cet homme ainsi, fissuré, vulnérable, sous la carapace. « Pourquoi vous me dites ça ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que tu lui ressembles. » Il détourna le regard vers le ciel. Même détermination, même force tranquille. T'enseigner, c'est comme une seconde chance, comme si je pouvais faire juste avec quelqu'un, même si j'ai échoué avec elle. Le poids de cette confession s'installa entre eux. Allison comprit alors pourquoi Maurice investissait autant de temps, pourquoi il revenait chaque semaine malgré sa retraite, pourquoi il se souciait tant de son évolution. Elle n'était pas seulement une élève, elle était le reflet d'une fille perdue. « Je suis désolée, » dit-elle enfin, faute de mieux. « Ne le sois pas, ne gaspille simplement pas ce que tu as. » Maurice se leva avec raideur, sa mauvaise jambe le trahissant légèrement. « Le talent est rare, le sens l'est encore plus. Si tu trouves les deux au même endroit, accroche-toi. » La mi-octobre apporta le briefing de l'opération Valkyrie. La réunion se tint dans une salle sécurisée dont les murs disparaissaient sous les cartes et les superpositions tactiques. Allison était assise au fond, parmi les personnels de soutien, essayant de suivre les coordonnées et les symboles. Au tableau se tenait le lieutenant Boone Garrett. Une carrure compacte, la trentaine, un accent du sud marqué et cette assurance tranquille propre à ceux qui commandent, sous le feu depuis longtemps. Opérateur des forces spéciales. Le genre d'homme pour qui le difficile semblait naturel. Il exposa la mission avec une précision chirurgicale. Un dépôt d'armes ennemi, 18 miles au nord de la base. Cible de grande valeur confirmée sur place. Insertion nocturne par hélicoptère, progression à pied, neutralisation, extraction avant l'aube. La mission nécessitait du personnel de soutien. Quelqu'un pour gérer les munitions, quelqu'un pour transporter du matériel médical supplémentaire, quelqu'un capable d'évoluer près de l'action sans perdre ses moyens. Le regard de Garrett balaya lentement la salle. « Il me faut un volontaire de la logistique. » La voix du lieutenant Boone Garrett était posée, sans appel. Quelqu'un de fiable, quelqu'un qui ne se figera pas si la situation se complique. La main d'Hum. Allison Wardger se leva avant même qu'elle n'en prenne conscience. Garrett hocha simplement la tête. « Ward, vous êtes inscrite sur le manifeste. Présentez-vous à l'armurerie demain à 22h pour la dotation. » C'était tout. Pas de débat. Pas de retour en arrière. Elle avait levé la main. Elle était engagée. En sortant du bâtiment, Maurice l'attendait. Il resta silencieux un long moment à l'observer avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Tu n'es pas obligé, » finit-il par dire. « Les logisticiens ne sortent pas en dehors du périmètre. » « Je sais. » Elle était étonnamment calme, trop calme peut-être. Mais ils ont besoin de quelqu'un de fiable, et tu me répètes depuis des semaines que je suis capable de plus que ce que je crois. Peut-être qu'il est temps de le vérifier. Maurice étudia son visage, puis il plongea la main dans sa veste et en sortit un petit carnet en cuir. La couverture était lisse, usée par des années de manipulation. Il le lui tendit. « J'ai commencé à l'écrire en 1983. Chaque leçon apprise à la dure. Chaque erreur qui a failli me coûter la vie. Tout ce qui valait la peine d'être transmis. » Allison l'ouvrit avec précaution. Des pages entières couvertes de schémas, de calculs, de notes manuscrites, table de dérive du vent, méthode d'estimation de distance, observation sur la respiration, la détente, la stabilité. « Je ne peux pas accepter ça. » « Si. » Sa voix était ferme. « Fais confiance à ce que je t'ai appris. Tu es prête à bien plus que porter des caisses. Tu l'as toujours été. Il te manquait juste le contexte pour t'en rendre compte. » Il posa une main sur son épaule, brièvement mais avec force, puis s'éloigna sans se retourner. La nuit précédant la mission, Allison resta allongée sur sa couchette, les yeux fixés au plafond. Le ventilateur tournait lentement, brassant l'air chaud sans conviction. Autour d'elle, d'autres soldats respiraient, bougeaient, murmuraient là parfois dans leur sommeil. Elle pensa à ses parents, loin, aux États-Unis. Son père, le dos brisé, assis dans le salon parce que rester debout était trop douloureux.
Sa mère, penchée sur des copies à la table de la cuisine, ses lunettes glissant sur son nez. Son frère cadet, jonglant entre 2 emplois et le community college. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Pour eux, elle gérait des stocks dans un entrepôt sécurisé. Pour eux, elle était en sécurité. Peut-être l'était-elle vraiment. Le briefing semblait simple. Rester en retrait. Distribuer les munitions si nécessaire. Laisser les opérateurs gérer le danger. Mais le regard de Maurice, lorsqu'il lui avait donné ce carnet, racontait autre chose. Il suggérait que les plans survivent rarement au contact du réel. Allison sortit le carnet de sous son oreiller et le feuilleta à la lumière faible d'une lampe à piles. Du savoir brut, page après page. À l'intérieur de la couverture arrière, elle découvrit une inscription qu'elle n'avait pas vue plus tôt. Allison, tu rencontreras un mur, tout le monde en rencontre un. Quand tu voudras abandonner, rappelle-toi que le seul véritable échec, c'est d'arrêter avant d'avoir fini. Tout le reste n'est qu'un obstacle temporaire. Tu en es capable, tu l'as toujours été. Callahan Maurice, 14 septembre, la veille du jour où elle avait levé la main. Il avait su, d'une manière ou d'une autre, il avait su qu'elle finirait ici. Le vol en hélicoptère vers la zone d'opération donna à Allison l'impression de plonger en enfer. Assise dans le J.'s Black Hawk, elle était entourée de 14 opérateurs des forces spéciales qui vérifiaient leurs armes avec une précision mécanique. Personne ne parlait. Seul le martèlement des pales et les crépitements occasionnels de la radio troublèrent la nuit. Il était 00:30. Le désert s'étendait sous eux, noir et silencieux, à peine discernable. Au-dessus, les étoiles brillaient avec une netteté presque irréelle. Allison vérifia son équipement pour la 100e fois. 16 chargeurs de 7,62 mm répartis sur son gilet. Un kit médical de traumatologie fixé à la cuisse, 6 litres d'eau, une M4 approvisionnée, sécurité enclenchée, canon vers le bas, tout à sa place, tout comptabilisé. En face d'elle se trouvait le caporal Garrett Sullivan. Tout le monde l'appelait Reaper sans qu'elle sache pourquoi. 28 ans, originaire du Wyoming comme elle, un calme glacial qui ne semblait jamais se fissurer. Son arme principale était une M110, le même système de précision que Maurice lui avait appris à maîtriser. Sullivan croisa son regard et hocha une fois la tête. Aucun mot. Juste une reconnaissance silencieuse entre 2 personnes venues des mêmes montagnes froides, désormais perdues dans ce désert brûlant. L'hélicoptère s'inclina légèrement. L'estomac d'Allison se serra. Elle agrippa son harnais et se concentra sur sa respiration. Inspirer par le nez. Expirer lentement par la bouche. La voix de Garrett résonna dans les casques, calme, professionnel. 5 minutes avant l'insertion, vérification finale. Les opérateurs se mirent en mouvement avec une synchronisation parfaite. Chargeur vérifié. Support de vision nocturne ajusté. Équipement sécurisé pour éviter le moindre cliquetis. Ces gestes, il les avait répétés des centaines de fois. Pour eux, c'était une routine. Pour Allison Ward, absolument pas. À 2 minutes de l'insertion, le monde bascula. RPG, RPG, évasion droite. La voix du pilote éclata dans les casques, tranchante d'urgence. L'hélicoptère partit brutalement sur le côté. Par la porte ouverte, Allison aperçut des traînées lumineuses fendant la nuit, des balles traçantes, des dizaines, des doigts verts tendus depuis le sol avec une intention meurtrière. Ça ne devait pas arriver. Le renseignement annonçait une zone dégagée jusqu'au complexe. Quelqu'un s'était trompé, gravement. Le lieutenant Boone Garrett hurlait des ordres, mais ses mots se perdaient dans le chaos. Un bruit sourd comme un coup de tonnerre frappant le métal. L'appareil vibra violemment. Des voyants rouges s'allumèrent dans toute la cabine. Une odeur âcre de fluide hydraulique brûlé envahit l'air. L'hélicoptère entra en vrille. La ligne d'horizon bascula à des angles impossibles. La tête d'Allison heurta la paroi malgré le harnais. Des étincelles éclatèrent dans son champ de vision. Un sifflement aigu envahit ses oreilles, noyant tout le reste. Le sol se précipita vers eux. Le pilote luttait désespérément, tirant sur tout ce qu'il pouvait pour garder l'appareil en l'air. Le Black Hawkins se stabilisa à la dernière seconde, mais l'atterrissage fut d'une violence que rien n'avait pu lui faire imaginer. Impact. Le métal hurla. L'appareil rebondit 1 fois, 2 fois, puis glissa de côté sur le sable rocailleux. Les pales se disloquèrent.
La structure plia. Un nuage de poussière engloutit tout. Puis le silence. Un silence terrible, strié par le bourdonnement dans ses oreilles. Les mains d'Allison bougèrent seules, détacher le harnais, saisir le fusil, vérifier les blessures. Sa tête pulsait. Du sang coulait quelque part, sur son cuir chevelu, mais elle pouvait bouger, elle pouvait penser. Les cils étaient déjà dehors, jaillissant de l'épave dans l'obscurité. Garrett tirait le pilote inconscient hors de son siège. Le copilote, la tête en sang, titubait, mais restait conscient. Des balles claquèrent dans l'air, ce bruit sec et distinctif des projectiles passant tout près. L'ennemi avait vu le crash, il se rapprochait. Allison sortit en trébuchant, ses jambes lui semblant étrangères. Le désert s'étendait à perte de vue sous un ciel glacé d'étoiles. À environ 160 mètres Guerrero à l'ouest, des éclairs de bouche illuminaient brièvement la nuit. Des cris retentissaient dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Le périmètre défensif fut mis en place avec une efficacité implacable. Garrett semblait partout à la fois, positionnant les hommes, redistribuant les secteurs de tir, évaluant la situation. Un opérateur nommé Griffin avait déjà monté la M240B. La mitrailleuse entra en action, déversant un feu de suppression massif vers les positions ennemies. À une trentaine de mètres, Garrett Sullivan grimpa sur un affleurement rocheux. Ses gestes étaient rapides, précis. La M110 fut en batterie. Quelques secondes plus tard, le fusil parla. Un coup grave. Une pause. Un autre coup. Dans l'obscurité, des silhouettes ennemies s'effondraient à des distances qu'Allison distinguait à peine. Elle se laissa tomber à genoux près d'un opérateur et ouvrit son sac de ravitaillement. C'était son rôle, distribuer les munitions, maintenir le flux. Elle rampa de position en position, tendant des chargeurs pleins, récupérant les vides. Les balles fouettèrent le sable autour d'elle. Un projectile passa si près qu'elle sentit l'air se déplacer contre sa joue. Elle continua, parce que c'était pour cela qu'elle s'était portée volontaire. Faire le travail, ne pas réfléchir, juste agir. La M110 de Sullivan poursuivait son rythme implacable. Toutes les 8 à 10 secondes, un nouveau tir, un nouveau corps à terre. Tant que ce fusil parlait, l'ennemi restait à une distance où il ne pouvait pas engager efficacement. Puis, à 03h12, tout changea. Sullivan se déplaça légèrement pour obtenir un meilleur angle sur un nid de mitrailleuse ennemie qui commençait à régler ses tirs. Il s'exposa une fraction de seconde, une seule. Le claquement du tir entrant n'était pas comme les autres, plus net, plus précis. Un tireur embusqué attendait exactement cette opportunité. La balle trouva l'espace entre l'épaule de Sullivan et sa plaque de protection. L'impact le projeta contre la roche. Sa M110 glissa sur la pierre et s'immobilisa plus loin. Le sang s'étendit rapidement, sombre, sur son uniforme. Marcus bougeait déjà avant que Sullivan ne touche le sol. L'infirmier parcourut les quelques mètres en un éclair. Pression sur la plaie, pansement hémostatique, une perfusion posée d'une main pendant que l'autre maintenait la compression. Sullivan était conscient, mais en état de choc. Je peux plus tirer. Le fusil. La voix de Garrett trancha à travers les communications radio, tendues mais maîtrisées. On a besoin de cette position active. Sullivan est hors combat. Qui peut reprendre le tir ? Personne ne répondit. Les autres opérateurs étaient dit cloués à leur secteur. Marcus était entièrement concentré sur Sullivan, et la M110 gisait au sol, silencieuse. Les pilotes étaient blessés. Et l'ennemi, sentant la disparition de ce tir de précision dévastateur, gagnait en assurance. Les silhouettes se rapprochaient. Les rafales devenaient plus justes, plus dangereuses. Allison Ward fixa la M110, abandonnée sur les rochers, à une dizaine de mètres. La lumière des étoiles se reflétait faiblement sur l'optique. Ce fusil avait tenu tout le champ de bataille. À chaque détonation, l'ennemi mourait, se couchait ou perdait courage. À travers cette arme, Sullivan avait protégé tout le monde. Maintenant, elle se taisait. Sans elle, il serait pagué submergé en quelques minutes. La voix de Maurice résonna dans sa mémoire, claire et implacable. « Tu es prête à plus que tu ne le crois. » Son corps bougea avant que son esprit ne suive. Elle laissa tomber son sac de ravitaillement. Ses jambes la portèrent presque malgré elle vers l'affleurement rocheux. Elle entendit Garrett crier quelque chose derrière elle, mais les mots n'avaient-ils plus de sens. Il n'y avait plus que le fusil et la nécessité. Ses mains se refermèrent sur la M110, lourde, solide, étrangement familière après toutes ces heures d'entraînement.
Mais ce n'était plus le stand de tir de Griffin, c'était réel, c'était la vie ou la mort. Allison se positionna exactement là où Sullivan se trouvait quelques minutes plus tôt, calé derrière la roche. La hauteur lui offrait une vue dégagée sur les axes d'approche. Elle colla l'œil à la lunette. Le monde explosa en détail. À travers l'optique, elle distinguait des visages à plus de 300 mètres. Des hommes barbus, les kéfiers serrés autour du cou, des AK en bandoulière, des jeunes, des plus âgés, certains terrorisés, d'autres résolus. Tous cherchaient à tuer. Le réticule tremblait. Ses mains n'obéissaient plus parfaitement. C'était infiniment différent des cibles en papier. Des êtres humains se trouvaient là-dessous. Des vies entières, des histoires, des familles. L'un d'eux installait une PKM derrière un rocher massif. Si cette arme ouvrait le feu, elle balayerait les positions américaines en quelques secondes. Allison centra le réticule sur sa poitrine. Sa respiration se transforma en halètement saccadé. Elle chercha désespérément les leçons de Maurice. Respiration, détente, accompagnement. Ne pense pas à la personne, pense au geste. Un souffle, la moitié relâchée, le reste bloqué. Son doigt prit doucement la course de la détente. Pression constante, régulière. Le recul la frappa violemment. Le coup résonna dans la nuit. Dans la lunette, elle vit l'homme s'effondrer. La mitrailleuse ne tira jamais. Elle venait de tuer quelqu'un. Allison s'attendit à une vague de panique, de culpabilité, d'horreur. Mais rien ne vint, seulement une étrange absence de sensation et l'urgence brûlante de trouver la prochaine menace, parce que d'autres comptaient sur elle, parce que c'était un maintenant, parce qu'elle tenait la ligne. Elle manœuvra l'arme. Une nouvelle cartouche entra en chambre, l'étui vide tinta contre la pierre. Un autre combattant courait entre deux positions, exposées. Elle anticipa légèrement son mouvement. Feu. Il s'écroula. Le fusil devint une extension de son corps, chargé, visé, respiré, tiré. Chaque coup était un acte isolé, exigeant une concentration absolue. Le reste du monde disparut. Il n'y avait plus que la lunette et la détente. En contrebas, elle entendit la voix de Garrett dans la radio. Surprise mêlée d'approbation. Ward est sur la M110. Quelqu'un a mis Ward sur la M110. Elle ne corrigea pas. Ça n'avait aucune importance. L'ennemi comprit rapidement que le tireur américain était de retour. Les silhouettes se firent plus prudentes. Moins d'exposition, plus de couvert. Exactement ce dont les cils avaient besoin. Un répit, un espace pour respirer. Allison chercha des cibles à forte valeur. Un chef ennemi dirigeait ses hommes depuis l'abri d'un véhicule hors d'usage, environ 500 mètres. Vent quasi nul. Elle corrigea légèrement en hauteur pour la chute de balles. Bloqua sa respiration, tira. Le chef tomba. Autour de lui, la confusion explosa. Les combattants se dispersèrent, désorganisés. Certains reculèrent, d'autres avancèrent encore, mais sans coordination. Les minutes se confondirent. Allison perdit le compte de ses tirs. Le canon chauffait. La sueur lui piquait les yeux. Son épaule brûlait sous le recul. Elle continua. Parce que s'arrêter signifiait mourir. Un impact frappa la roche à quelques centimètres de sa tête. Des éclats de pierre lui lacérèrent le visage. Une douleur vive. Le sang coula le long de son cou, imbibant son col. Elle se déplaça de quelques centimètres et continua à tirer. La blessure n'avait aucune importance. Rien n'en avait, hormis maintenir cette position. Puis, elle entendit le plus beau son qu'elle ait jamais connu. Le « whoop, whoop, whoop » caractéristique de pales d'hélicoptère. Elle leva brièvement les yeux. 2 Apaches fendèrent le ciel nocturne, surgissant comme des anges vengeurs. Leur apparition changea tout, instantanément. Les Apaches ouvrirent le feu avec une brutalité implacable. Les canons de 30 mm crachèrent, leurs grondements caractéristiques, presque organiques. Des roquettes Hydra jaillirent des pylônes, traçant des arcs de feu avant d'exploser au milieu des positions ennemies. L'assaut adverse se désintégra. Les combattants se dispersèrent dans tous les sens, fuyant dans une panique désordonnée, incapables d'échapper à la mort venue du ciel. C'était fini. Allison Ward abaissa le fusil. D'un seul coup, son corps entier se mit à trembler. La décharge d'adrénaline retombait brutalement. Ses muscles devinrent mous, liquides. Elle se laissa glisser contre la roche, prenant soudain conscience du sang sur son visage, de la douleur sourde qui gonflait dans son épaule, du bourdonnement persistant dans ses oreilles. Le lieutenant
Boone Garrett grimpa jusqu'à sa position. Son visage était couvert de poussière et de sueur. Du sang maculait son uniforme, des blessures qu'elle n'avait même pas remarquées pendant le combat. Il la regarda longuement. Son expression était difficile à lire. Respect, peut-être, ou incrédulité. « Tu as touché. » Sa voix était rauque d'avoir crié trop longtemps. Allison essuya le sang sur sa joue du revers de la main. « Encore debout, mon lieutenant. » Il hocha lentement la tête. « Tu nous as donné l'espace dont on avait besoin pour survivre. » Une pause. « Sullivan te doit la vie. Puis, plus bas, nous tous. » Il n'ajouta rien, mais venant d'un chef d'équipe des forces spéciales avec 15 ans de combat derrière lui, ces mots pesaient lourd. Il valait tout. Il redescendit, puis s'arrêta à mi-chemin, se retourna. Sullivan est stable, Marcus l'a pris en charge. Il la fixa une dernière fois. « Tu as sauvé des vies cette nuit. N'oublie jamais ça. » Puis il disparut, reprenant sa place de chef, organisant l'extraction, dirigeant ses hommes, tenant la ligne jusqu'au bout. Allison resta seule sur les rochers, la carabine de Sullivan posée sur ses genoux. À l'est, l'aube commençait à poindre. Le ciel passait lentement du noir au bleu profond, puis à l'orange, une beauté cruelle, presque indécente après ce qui venait de se produire. Elle avait tué des hommes cette nuit-là, 8 au moins. Peut-être davantage, les visages qu'elle avait vus dans la lunette commençaient déjà à se confondre dans sa mémoire. Des jeunes, des vieux, des combattants convaincus, sans doute, de défendre leur terre contre des envahisseurs. Elle attendit la vague de culpabilité. L'horreur. La crise morale qui, en théorie, devait suivre le fait d'avoir ôté des vies. Mais rien ne vint. Seulement une fatigue écrasante, une torpeur profonde. Et, sous cette couche, quelque chose d'autre, plus dérangeant. Une forme de satisfaction, la certitude d'avoir tenu sous une pression extrême, d'avoir tiré juste, d'avoir fait exactement ce qu'il fallait faire. Était-ce mal ? Était-elle censée ressentir davantage de remords ? Les hélicoptères d'extraction arrivèrent en trombe. Des appareils de Medvac, Croix-Rouge bien visibles. Une équipe de sécurité établit un périmètre pendant que les médecins se précipitaient vers les blessés. Sullivan fut évacué en premier. Allongé sur une civière, des poches de perfusion oscillant au-dessus de lui. Marcus marchait à côté, continuant à donner des instructions malgré sa propre blessure. Le visage du tireur était livide à cause de la perte de sang, mais il était conscient. En passant devant la position d'Allison, il tourna la tête et croisa son regard. Il ne dit rien. Il hocha simplement la tête, un salut silencieux entre deux tireurs, une reconnaissance sans mots. Marcus, fidèle à lui-même, protesta tout du long, affirmant qu'il pouvait marcher, que sa blessure à la jambe était mineure, que d'autres avaient besoin de soins avant lui. Les médecins l'ignorèrent et le chargèrent sur le second appareil. Allison descendit enfin des rochers, les jambes instables. Son corps ne lui appartenait plus vraiment. Elle ramassa son équipement dans une sorte de brouillard, remit de l'ordre machinalement. 12 chargeurs vides, 4 encore pleins. Marcus réapparut près d'elle avant d'embarquer. Il prit la carabine de Sullivan avec précaution, presque avec respect. Sullivan voudra te remercier lui-même quand il sortira du bloc. Son visage était gris de douleur, mais son regard restait lucide. Tu nous as sortis de là, Ward, que personne n'ose te dire le contraire. Il boita vers l'hélicoptère, puis se retourna une dernière fois. Et tu devrais vraiment voir un médecin pour cette commotion. Tu pisses le sang partout. Allison porta la main à son cuir chevelu. Ses doigts revinrent rouges. Elle ne s'en était même pas rendue compte. Drôle comme la douleur devenait secondaire quand il s'agissait de survivre. Le vol de retour vers la base, Griffin, dura une vingtaine de minutes. Allison resta assise près de la porte ouverte, le regard perdu dans le vide. En dessous, le champ de bataille s'éloignait. Des corps épars sur le sable, de la fumée s'élevant de véhicules détruits, des douilles brillantes dans la lumière naissante, les preuves d'une violence qui serait bientôt effacée par le désert. Elle repensa aux visages vus à travers la lunette, se demanda s'ils avaient des familles, des enfants, des proches qui les pleureraient, puis elle chassa ses pensées. Ce chemin menait à la folie, à l'immobilité, à l'incapacité de continuer. Maurice l'avait prévenu, le poids que l'on porte, les visages qui reviennent la nuit, le prix à payer pour avoir fait ce qui devait être fait. Elle ne l'avait pas compris alors, elle commençait à comprendre maintenant. À la base Griffin, tout se déroula dans un flou étrange. Contrôles médicaux,
Une lampe braquée dans ses yeux, des questions simples. 8 points de suture sur la joue, 12 de plus sur le cuir chevelu. Un traitement contre les nausées, 48 heures de repos strict. La guerre, pour elle, venait de changer de visage. Allison acquiesça à tout sans discuter. Puis elle regagna sa couchette, resta allongée, tout habillée, et fixa le plafond pendant que son esprit repassait chaque tir avec une précision photographique. Premier visage. Un jeune homme à la barbe clairsemée, peut-être 20 ans, en train d'installer la PKM. Premier coup. Pleine poitrine, mort net. Deuxième visage. Un homme d'une trentaine d'années, courant entre 2 positions. Le visage marqué, une cicatrice visible même à 300 mètres. Elle avait parfaitement anticipé sa trajectoire. Il s'était effondré en pleine foulée. Troisième visage, le chef, barbe grisonnante, autorité naturelle dans la posture. Un tir. Et toute l'attaque s'était désagrégée. Combien d'autres ? Elle avait cessé de compter après 7 ou 8, mais chaque visage restait gravé avec une clarté implacable. Jeunes et vieux, terrifiés ou résolus, tous morts par sa main. Le sommeil ne vint pas. Son corps était épuisé, mais son esprit tournait à plein régime, comme un moteur bloqué en sur-régime. À chaque fois qu'elle fermait les yeux, la lunette réapparaissait, le réticule, le recul, la certitude qu'une autre existence venait de s'éteindre à cause d'elle. À 4 heures du matin, elle abandonna toute tentative de dormir. Elle marcha jusqu'aux douches dans la pénombre d'avant l'aube. L'eau jaillit brûlante. Elle resta dessous jusqu'à ce que sa peau rougisse, frotta ses cheveux couverts de sang séché, observa l'eau rosée disparaître dans la bonde. Elle frotta jusqu'à avoir la peau à vif, jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Elle ne se sentait toujours pas propre, et se demanda si elle le serait un jour. Le réfectoire était presque vide à 5h30. Allison se servit un café au goût de batterie et d'huile moteur, puis s'assit seule dans un coin, regardant le soleil se lever au-dessus des murs anti-blast. Peu à peu, d'autres soldats arrivèrent. Certains la regardaient. La nouvelle s'était déjà répandue. L'opération Valkyrie. La logisticienne devenue tireuse. Elle n'était plus invisible, plus seulement la fille tranquille qui compte les munitions. On la voyait autrement, maintenant. Quelqu'un qui avait répondu présent. Quelqu'un qui avait tenu quand ça comptait. Cette attention lui donnait envie de disparaître. Elle n'était pas une guerrière. Elle avait simplement pris un fusil parce qu'il n'y avait pas d'autre option, parce que c'était nécessaire. Et maintenant, elle devait vivre avec les conséquences. Des pas s'approchèrent. Elle leva les yeux et vit le sergent-chef Callahan Morris s'arrêter près de sa table. Il ne demanda pas la permission. Il s'assit lourdement, sa mauvaise jambe étendue sur le côté. Son visage buriné exprimait une inquiétude profonde. « Comment tu tiens le coup, gamine ?» Allison haussa les épaules et but une gorgée de ce café infect. « Ça va. » »« C'est faux. » Sa voix était douce mais sans concession. Personne ne va bien après son premier combat. Jamais. Ils restèrent silencieux un moment. Le réfectoire se remplissait lentement. Le cliquetis des plateaux, les conversations, la routine militaire qui reprenait comme si la nuit précédente n'avait jamais existé. Finalement, Maurice parla de nouveau. « Grenade, 1983. J'avais 37 ans. » Il fixa sa tasse. « Première fois que j'ai tué quelqu'un à travers une lunette. » Allison le regarda. Insurgé à 600 mètres, tir parfait. Condition idéale. J'ai pressé la détente et il est tombé. Sa mâchoire se crispa. Ensuite, j'ai vomi derrière ma position, vidé mes tripes pendant que mon spotter faisait semblant de ne rien voir. Il releva les yeux. Il brillait. Des cauchemars pendant des mois, son visage en boucle, à me demander si j'aurais pu le blesser au lieu de le tuer, s'il avait des enfants, si sa femme pleurerait en apprenant sa mort. Il marqua une pause. La culpabilité a failli me briser. Quelque chose se desserra dans la poitrine d'Allison, savoir que cet homme, ce formateur légendaire, avait traversé la même chose. « Est-ce que ça devient plus facile ?» demanda-t-elle, d'une voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Non. » La réponse fut immédiate. « Jamais. Mais tu apprends à porter le poids, à ranger ses visages dans une boîte, à ne l'ouvrir que quand tu en es capable. » Il se pencha vers elle. « Ce qui compte, c'est ceci. Tu as agi pour les bonnes raisons. Ces hommes tentaient de tuer ton équipe. Tu les as protégés. Ce n'est pas un meurtre, c'est la guerre. Et la guerre est laide, horrible, mais parfois nécessaire. » « Je les vois encore, murmura Allison, à chaque fois que je ferme les yeux. Tu les verras longtemps.
Peut-être toujours. Maurice tendit la main et serra la sienne. Mais tu restes toi. Tu restes cette fille du Wyoming qui compte les balles et fait les choses correctement. Ce que tu as fait cette nuit ne l'efface pas. Ça s'y ajoute. Il lâcha sa main, but une gorgée de café et grimaça. J'ai perdu ma fille parce que je n'ai jamais appris à gérer tout ça. Je n'en ai jamais parlé. J'ai tout gardé enfermé jusqu'à ce que ça empoisonne ma vie. Sa voix se brisa. Ne fais pas mes erreurs, Allison. Ne laisse pas ça te dévorer. L'usage de son prénom la frappa plus fort que prévu. Il ne l'avait jamais appelée autrement que Ward ou gamine. Des larmes coulèrent sur les joues burinées de Maurice. T'enseigner, c'est la chose la plus proche de la rédemption que j'aurai jamais. Te voir découvrir de quoi tu es capable. Te voir devenir quelque chose d'extraordinaire. Maurice la regarda droit dans les yeux. Ça compte plus pour moi que tu ne peux l'imaginer. Allison sentit ses propres yeux s'emplir de larmes. J'ai failli faire tuer des gens. J'ai hésité. Une seconde. Avant de prendre ce fusil. Mais tu n'as pas hésité longtemps. La voix de Maurice se fit plus dure, presque féroce. Tu as agi. Et cette action a sauvé la vie de Sullivan, celle de Marcus, celle du lieutenant Garrett et de toute son équipe. Une seconde d'hésitation, c'est humain. Ce qui compte, c'est ce que tu fais après. Ils restèrent assis ensemble tandis que le soleil montait dans le ciel. Maurice parla encore. Beaucoup. Son premier tir mortel, le pire. Les hommes qu'il avait perdus, le poids qu'il portait chaque jour sans jamais pouvoir le déposer. Il parla sans détour du prix à payer quand on est tireur d'élite. Des visages qui ne disparaissent jamais vraiment. Du calcul moral permanent, ôter une vie pour en préserver d'autres. Et, lentement, Allison comprit que ce qu'elle ressentait n'était ni anormal ni honteux. C'était le coût. Le prix à payer quand on fait quelque chose qui compte vraiment. Quand on est celle qui tient debout, quand les autres ont besoin de soutien. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» demanda-t-elle enfin. Tu continues d'avancer, un jour après l'autre, tu fais le tri. Tu reconnais le poids, et tu décides quelle personne tu veux être à partir de maintenant. Il se leva avec raideur. J'ai de la paperasse à remplir, mais réfléchis à ceci. La nuit dernière, tu as découvert que tu étais capable de choses que la majorité des gens ne feront jamais. La question, ce n'est pas si tu en es capable, c'est de savoir si tu veux développer cette capacité ou t'en détourner. Il s'éloigna avant qu'elle puisse répondre, la laissant seule avec ses pensées, et son café infect. Les 3 jours suivants passèrent dans une sorte de brouillard. Allison tenta de reprendre son travail logistique. Elle s'assit dans le dépôt, fixa des tableurs, mais les chiffres n'avaient plus aucun sens. 7200 cartouches. Et alors ? Elle avait tiré une 20aine de balles et changé l'issue d'un combat entier. Compter des munitions lui semblait désormais dérisoire comparé à ce qu'on pouvait accomplir en sachant s'en servir. Le 4e jour après la mission, le lieutenant Garrett demanda un entretien formel. Allison se présenta à son bureau à 14 heures, l'estomac noué. Elle ignorait ce qui l'attendait. Le bureau était sobre, cartes au mur, une seule photo personnelle, Garrett entouré de son équipe, rien d'autre. Il lui indiqua une chaise. Comment se passe la récupération ? Direct, sans préambule. Les poings tirent un peu, la commotion va mieux, apte au service. Il acquiesça, consulta quelques dossiers, puis la fixa. Je vous recommande pour une Bronze Star Actin avec dispositif de bravoure. Allison ouvrit la bouche pour protester, mais il leva la main. J'ai rédigé des centaines de citations. Je sais ce qui mérite reconnaissance. Ce que vous avez fait pendant l'opération Valkyrie était exceptionnel. Sans quelqu'un pour reprendre cette position de tireur après la blessure de Sullivan, nous aurions été submergés. Il s'adossa à son siège. Mais ce n'est pas pour ça que je vous ai convoqué. Il prit un dossier. J'ai examiné vos dossiers de formation, vos évaluations, les rapports du sergent-chef Maurice. Il la regarda fixement. Vous avez un talent naturel pour le tir de précision. Un vrai talent. Le genre qu'on ne gaspille pas derrière des étagères. Voilà, pensa Allison. Et on y est. Avez-vous déjà envisagé un transfert vers une spécialité de combat, école de tireurs d'élite, parcours de précision ? J'y ai pensé, répondit-elle calmement. Mais j'aime la logistique, c'est un travail important, et je suis compétente. Vous êtes correcte en logistique ? Il marqua une pause. Vous êtes exceptionnelle au tir. Sa voix était ferme, sans dureté.
Le combat se moque de votre intitulé de poste. Quand la situation l'exige, soit vous agissez, soit des gens meurent. Vous avez agi. Ça révèle le caractère. Le courage. Il referma le dossier. Je soutiendrai votre décision, quelle qu'elle soit. Si vous voulez rester en logistique, c'est votre droit. Mais je veux que vous réfléchissiez vraiment. Pas une décision dictée par la peur. Une réflexion honnête sur ce dont vous êtes capable. Le poids du choix s'abattit sur elle. Rester en sécurité. Compter des balles, vivre une vie prévisible, ou embrasser quelque chose de terrifiant, de profondément utile, qui pourrait aussi la briser. Combien de temps ai-je pour décider ? 1 semaine. Il se leva. Parlez à des gens en qui vous avez confiance, réfléchissez, puis choisissez ce avec quoi vous pourrez vivre. Elle quitta son bureau plus troublée encore qu'en y entrant. Elle traversa la base sans but précis. Ses pas la menèrent, par habitude, jusqu'au dépôt. Elle s'assit à son bureau, fixa les tableurs. 3 heures plus tard, elle n'avait rien accompli. Les chiffres se mélangeaient. Son esprit revenait toujours aux mêmes questions. Pourrait-elle vraiment retourner à cette routine après ce qu'elle avait vécu ? Pourrait-elle rester à l'abri en sachant qu'elle avait des capacités capables de sauver des vies ? L'ennui finirait-il par la tuer ? Ou la culpabilité de ne pas développer son talent la consumerait-elle de l'intérieur ? Ce soir-là, elle trouva Marcus à l'infirmerie. Il soignait un soldat avec une cheville foulée. Lorsqu'il eut terminé, il lui fit signe d'entrer dans son petit bureau. Ils s'assirent, entourés de fournitures Petit médicales et de planches Titi anatomiques. Marcus avait l'air fatigué, mais allait clairement mieux. Sa blessure à la jambe guérissait bien, même s'il boitait encore légèrement. « Qu'est-ce qui te travaille, Ward ?» Allison lui raconta tout. La proposition de Garrett, le choix entre la sécurité et le sens, la peur de devenir quelqu'un qui tuerait trop facilement. Et à l'inverse, la peur de gâcher un talent qui pouvait sauver des vies. Marcus l'écouta sans l'interrompre. Quand elle eut terminé, il resta silencieux un long moment. « Je me suis engagé comme infirmier classique, » dit-il enfin. « Aucune ambition de combat, je voulais juste aider les gens. » Il observa ses mains. Puis, lors de ma première mission, on a été frappé de plein fouet. Afflux massif de blessés, balles partout, cris, chaos total. Il releva les yeux. Et j'ai été bon. Calme quand tout s'effondrait. Capable de trier, de décider en quelques secondes. J'ai sauvé 11 personnes ce jour-là. J'en ai perdu 3. « Qu'est-ce que tu as fait après ?» demanda Allison doucement. « Je me suis formé comme infirmier de combat et je n'ai jamais regardé en arrière. » Il la fixa. « Parce que j'ai compris quelque chose sur moi-même. Je ne suis pas seulement efficace sous pression. Je suis nécessaire. Mais les compétences sauvent des vies. Comment aurais-je pu m'en détourner ?» Il se pencha légèrement vers elle. « La question n'est pas de savoir si tu peux faire ce travail. Tu l'as déjà prouvé. La vraie question, c'est « est-ce que tu le veux ?» Allison quitta l'infirmerie et longea le périmètre de la base. Elle regarda le soleil disparaître derrière le désert, le ciel s'embraser lentement. Elle appela chez elle avec le téléphone satellite. Sa mère décrocha à la 3e sonnerie. « Ma chérie, tout va bien ? Tu as l'air épuisée. »« Ça va, maman. Juste très occupée. » Elle ne pouvait rien lui dire, ni la mission, ni les tirs, ni les morts. « Et ton père ? » Comme d'habitude, son dos le fait toujours souffrir. Il regarde la télé en ce moment. Tu veux lui parler ? Non, c'est bon. Je voulais juste entendre ta voix. Elles parlèrent de tout et de rien pendant 20 minutes. Les cours de son frère, la météo dans le Wyoming, les ragots du voisinage, la vie normale, une vie qui semblait appartenir à un autre monde. Après avoir raccroché, un sentiment d'isolement écrasant l'envahit. Sa famille ne comprendrait jamais. Elle ne le pourrait pas. Comment expliquer ce que cela faisait de viser des êtres humains, de porter le poids de vie ôté par sa propre main ? Certaines expériences vous séparaient définitivement de ceux que vous aimiez. Elle creusait des gouffres qu'aucun mot ne pouvait combler. Elle était seule face à ce choix. Vraiment seule. Les 2 jours suivants, elle se jeta dans l'entraînement. Chaque soir, le stand de tir, des centaines de cartouches tirées, de longues courses, sac lourd sur le dos, jusqu'à l'épuisement. Elle tenta de se fatiguer suffisamment pour dormir sans cauchemar. Ça ne marcha pas. Les visages revenaient toujours, mais moins nets, moins immédiats. Ils commençaient lentement à se fondre dans le bruit de fond de la mémoire. Le 6e jour, Maurice la trouva au stand. Il l'observa pendant 30 minutes sans dire un mot. Sa posture, sa respiration, ses groupements.
Quand elle vida son dernier chargeur et abaissa le fusil, il parla. « Tu tires différemment maintenant, plus efficacement, aucun mouvement inutile. » Il marqua une pause. « Le combat fait ça, il brûle tout ce qui ne sert à rien. » Allison posa l'arme avec précaution. « Je ne peux pas retourner compter des munitions. J'ai essayé. Ça n'a plus de sens. Alors n'y retourne pas. » Sa voix était simple, factuelle. « Certaines personnes sont faites pour certaines choses. Tu es faite pour ça. Les circonstances l'ont juste révélé. Et si j'échoue, si je n'arrive pas à tenir à l'école de tireurs d'élite, tu as déjà tenu dans le pire moment possible. L'école, ce n'est que de l'école. » Il lui tendit une bouteille d'eau. « Tu as opéré sous le feu. Tout le reste est plus facile en comparaison. Et si je deviens quelqu'un qui tue sans ressentir quoi que ce soit? Et si je me perds ?» L'expression de Maurice s'adoucit. « Le fait que tu t'en inquiètes est bon signe. Ça veut dire que ton humanité est intacte. Le jour où tu ne te poseras plus cette question, là oui, tu l'auras perdue. » Il s'assit sur un banc et lui fit signe de le rejoindre. « Écoute-moi bien. Tu porteras ces visages toute ta vie. C'est le prix à payer, mais tu porteras aussi autre chose. » Sa voix se durcit. « Tu porteras la certitude que tu as sauvé la vie de Sullivan, celle de Marcus, celle de Garrett et de toute son équipe. Ces hommes ont des familles, des enfants qui ont encore un père grâce à ce que tu as fait. Ça compte. » Allison sentit quelque chose se déplacer en elle. Le poids ne disparaissait pas. Il trouvait simplement sa place. « Je veux le faire, » dit-elle à voix basse. « Je veux aller à l'école de tireurs d'élite. Je veux développer cette capacité. » Maurice sourit. Un vrai sourire, rare. « Alors fais-le, et ne regarde pas en arrière. » Le lendemain matin, Allison entra dans le bureau du lieutenant Garrett. Il leva les yeux de ses dossiers. « Je veux intégrer l'école de tireurs d'élite, mon lieutenant. Si l'offre tient toujours. » Son expression resta neutre, mais quelque chose passa dans son regard. Une forme de satisfaction. « La paperasse est déjà lancée. J'avais le sentiment que tu ferais le bon choix. » Il sortit un dossier. 7 semaines. L'un des taux d'échec les plus élevés de l'armée. On va te pousser plus loin que tu ne l'as jamais été. Je comprends, mon lieutenant. Vraiment ? Il contourna le bureau. Ce n'est pas un hobby, c'est un changement de vie complet. Tu prendras des vies régulièrement. Tu porteras un poids que la plupart des gens n'imaginent même pas. Il la fixa droit dans les yeux. Bonquet, et tu ne pourras jamais faire semblant de ne pas le voir. Une fois que tu t'engages, il n'y a pas de retour en arrière. Allison Ward soutint son regard sans vaciller. Je porte déjà ce poids, mon lieutenant. Autant apprendre à le porter correctement. Il hocha lentement la tête. Date d'incorporation, 15 décembre. Ça te laisse 3 mois pour te préparer. Je te conseille de ne pas les gaspiller. Les 12 semaines suivantes transformèrent Allison. Chaque matin, elle courait près de 10 km avec un sac de près de 30 kg sur le dos. Chaque soir, elle s'entraînait avec Maurice. Balistique avancée, lecture du vent, estimation de distance, effet de Coriolis. La façon dont la rotation de la Terre déviait une balle à très longue portée. Maurice partagea tout. Chaque note de son carnet, chaque leçon apprise à Grenade, au Panama, pendant la guerre du Golfe. Une sagesse payée en erreurs et en sang. Il ne garda rien pour lui. Le matin de son départ pour Fort Benning. Maurice la retrouva sur la piste d'aviation. Il était 6 heures. L'air du désert était froid. Un C-130 attendait sur le tarmac, moteur déjà en chauffe. Ils se firent courir face. Un vieux guerrier et une jeune guerrière. Un mentor et son élève. Une figure paternelle et une fille de substitution. « Rends-moi fière, gamine. » Sa voix était chargée d'émotion. « Je le ferai, sergent. Je vous le promets. » Les yeux d'Allison brûlaient, mais elle refusa de laisser les larmes couler. Maurice leva la main pour un salut, formel, respectueux, définitif. Elle le lui rendit avec précision, puis se détourna et monta la rampe de chargement sans se retourner. Parce que se retourner l'aurait brisé. Le C-130 s'éleva dans le ciel. Par le hublot, Allison regarda la base Griffin, rapetissée. La silhouette de Maurice resta seule sur le tarmac jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Elle se tourna vers l'avant. Fort Benning l'attendait. L'école de tireurs d'élite l'attendait. Un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé possible était en train de s'ouvrir. Et elle était prête à l'affronter. Fort Benning, Géorgie, fut un choc brutal. Après des mois passés dans le désert afghan,
L'humidité donnait l'impression de respirer à travers une laine mouillée. La pluie tombait en nappes froides. Tout était vert, dense, étouffant. Le terrain d'entraînement, couvert de forêts épaisses, n'avait rien à voir avec les paysages arides où elle avait appris à tirer. Allison se présenta le pont 16 décembre 2012. Un seul sac de sport à la main et le carnet de cuir de Maurice glissé à l'intérieur. 25 stagiaires étaient déjà alignés devant le bâtiment de l'école de tireurs d'élite. La plupart étaient des hommes. Vétérans de l'infanterie, rangers bardés d'écussons de combat, marines à l'allure taillée dans le granit. 2 autres femmes se tenaient dans les rangs. L'une était grande et anguleuse, cheveux blonds coupés courts. L'autre plus compacte, musclée, la peau sombre comme l'acajou. S'ils ne se regardaient ni pas. Personne ne regardait personne. Tout le monde évaluait la concurrence. Un homme sortit du bâtiment. Il se déplaçait avec l'économie de gestes de ceux qui ont passé leur vie sous le feu. La quarantaine avançait, visage marqué, nez cassé à plusieurs reprises, l'auriculaire gauche manquant. Son regard était dur, analytique. « Je suis le sergent-chef du Waji Declan Harrow. Je serai votre instructeur principal pour les 7 prochaines semaines. » Sa voix portait sans qu'il ait besoin d'élever le ton. « Je me fiche de votre parcours, de votre grade ou de votre sexe. Vous êtes tous également inutiles tant que vous ne l'avez pas prouvé par vos performances. » Il longea la formation, s'arrêta devant un ranger massif, raide comme une statue. Ce cours affiche un taux d'échec de 70%. La plupart d'entre vous échoueront. Ce n'est pas une menace, c'est une statistique. Il reprit sa marche. Vous serez poussé au-delà de vos limites, privé de sommeil, sous-alimenté, testé d'une manière qui brisera votre corps et votre esprit. Il s'arrêta au centre. La seule question est de savoir si vous avez la volonté de continuer quand chaque fibre de votre être vous dira d'abandonner. Son regard balaya les rangs. Il n'y a pas de médaille de participation ici, aucun crédit pour l'effort. Soit vous atteignez le standard, soit vous échouez. Une pause. Bienvenue en enfer. La première semaine fut consacrée aux fondamentaux du tir. Qualification à 300 yards dès le premier jour. 8 impacts sur 10 minimum pour continuer. Allison vit 3 stagiaires diplômés échouer immédiatement. Leurs tirs se dispersaient sur les cibles, révélant des défauts techniques flagrants. Ils furent envoyés en recyclage. Peut-être intégrerait-il une autre session. Probablement pas. Allison tira parfaitement. 10 sur 10. L'autre femme, la blonde, réalisa elle aussi un sans faute. Leurs regards se croisèrent pour la première fois. Un bref échange. Aucun mot. Pas nécessaire. Harrow inspectait les cibles une à une. Il s'arrêta devant celle d'Allison, observa le groupement serré, puis leva les yeux vers son visage marqué par la cicatrice encore fraîche laissée par les éclats de pierre. Il ne dit rien, mais elle vit la reconnaissance dans son regard. Il savait. Elle avait déjà connu le feu. L'enseignement sur les armes était exhaustif. Le M24 Type, système de tir de précision à verrou, calibre 7,62 au temps, portée efficace 800 mètres. Il le démontait et le remontait les yeux bandés. Apprenait chaque pièce, chaque point de défaillance, chaque procédure de dépannage dans l'obscurité totale. Le lui paraissait presque familier. Elle avait utilisé celui de Sullivan dans des conditions que personne dans cette salle de classe n'avait connues. Ici, tout semblait presque calme en comparaison. Elle manœuvrait la culasse avec une assurance née d'une expérience payée au prix du sang. La deuxième semaine introduisit le Blee Fieldcraft, confection de tenues de camouflage à partir de toiles de jute et de végétation locale. Le tempérament méthodique d'Allison fit merveille. Elle mesura l'espacement des fils avec précision, ajusta les teintes au vert et au brun spécifiques de la Géorgie, incorpora feuilles mortes et brindilles, jusqu'à créer une silhouette qui se fondait littéralement dans le sol forestier. Harrow examina son travail longuement. On dirait une pièce de musée. Bien joué, Ward. C'était la première fois qu'il la félicitait. Elle eut l'impression de recevoir une décoration. Puis vinrent les exercices de Bleb. Trac. Le moment exact où la confiance bascula en arrogance. L'objectif semblait simple. Parcourir 150 mètres en terrain boisé. 2 instructeurs, walkers, patrouillaient activement, cherchant les élèves. Atteindre une position de tir sans être détecté. Temps imparti, 3 heures. Allison avait tiré sans faute toute la semaine.
Elle avait fabriqué la meilleure ghillie de la promotion. Elle avait survécu à un vrai combat. Comparé à cela, l'exercice lui parut presque anodin. Elle alla trop vite, impatiente de prouver ce qu'elle valait, convaincue que son talent naturel la porterait. À 100 mètres, un sifflet retentit, sec, brutal, définitif. Touché, debout, stagiaire. Allison se redressa. Boue et feuilles glissèrent de sa ghillie. Son visage brûlait de honte. Le walker s'approcha. Un homme plus âgé, cheveux grisonnants, regard fatigué de tout avoir vu. « Ton nom ?»« Ward, sergent. » Il hocha la tête. « Eh bien, Ward, tu viens de faire tuer toute ton équipe. Impatience. Excès de confiance. Mépris des fondamentaux. » Il désigna la ligne de départ. « Retourne au point initial et réfléchis à ce que tu as fait de travers. » La marche de la honte sembla interminable. Les autres stagiaires, dissimulés dans la végétation, la regardèrent passer. Elle sentait leur regard, leur jugement. La vétérane du combat, incapable de réussir un exercice de base. Harrow l'attendait au départ. Son expression n'était pas de la colère, c'était pire, de la déception. « Qu'est-ce qui s'est passé là dehors, Ward ? J'ai avancé trop vite, sergent-chef. J'étais trop sûr de moi. » Exact. Il croisa les bras. « Le combat t'a donné une illusion de maîtrise. Tu crois que parce que tu as tenu une fois sous le feu, tu domines les bases. Ce n'est pas le cas. Tu as eu de la chance. Et la chance finit toujours par s'épuiser. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle insulte, précisément parce qu'ils étaient justes. Cette nuit-là, Allison resta éveillée à ruminer l'échec. Le sifflet. La marche de retour, la déception dans le regard de Harrow. Elle s'était révélée en Afghanistan, pour échouer ensuite sur un exercice d'entraînement. Peut-être n'avait-elle rien à faire ici. Le lendemain matin, au petit déjeuner, un autre stagiaire s'approcha d'elle. Début trentaine, vétéran de l'infanterie à en juger par son écusson. Silhouette sèche, visage buriné, regard étonnamment bienveillant. « Je t'ai vu te faire repérer hier, Brixton Fallon. Tout le monde m'appelle Brick. » Il s'assit sans demander. « Ça m'est arrivé à mon premier passage aussi, à la plupart d'entre nous en fait. »« Comment tu as réussi la seconde fois ?» demanda Allison. « J'ai ralenti, j'ai fait confiance au processus. » Il avala une bouchée d'œuf, brouillé, immonde, lent. C'est fluide. Fluide, c'est rapide. Se presser, ça te fait repérer. Ou tuer. Pendant les 3 jours suivants, Allison s'entraîna avec une obsession quasi maladive. 8 heures par jour dans les bois, avancer à une vitesse glaciaire, rester immobile dans les broussailles pendant que les moustiques recouvraient chaque centimètre de peau exposée. Ne pas gratter, ne pas bouger, respirer, attendre, apprendre la patience au niveau cellulaire. La voix de Maurice résonnait dans sa tête. La patience vaincre la panique. Le test de rattrapage eut lieu le 2 janvier. Même terrain, même walkers. Une Allison différente. Elle mit 2h40 pour parcourir 150 mètres. Par moment, elle avançait de 15 cm à la fois. Elle se figea totalement lorsque les instructeurs passèrent à moins de 3 mètres d'elle. Elle ne traversait plus la forêt. Elle en faisait partie. Elle atteignit la position de tir sans être détectée, s'installa derrière son fusil, acquit la cible. Parfait. Harrow l'attendait au point d'extraction. Il la regardait autrement, désormais. La déception avait disparu, remplacée par quelque chose de plus solide. Du respect, peut-être. Quelque chose de mieux. Il esquissa un sourire. Bref, réel. Tu as compris la leçon. La 3e semaine introduisit la privation de sommeil. Réveil aléatoire à 02h00, 03h30, 04h45. Exercice surprise en équipement complet. Course de 6 km suivie immédiatement de qualification au tir. L'objectif, vérifier s'ils pouvaient maintenir leur précision en état d'épuisement avancé. Allison découvrit que la fatigue rendait tout plus difficile. Les mains tremblaient, la vision se brouillait, les calculs simples devenaient laborieux. Mais Maurice l'y avait préparé. Il l'avait poussé lors de ses soirées d'entraînement jusqu'à l'épuisement total. Quand la pensée consciente lâchait, la mémoire musculaire prenait le relais. Les abandons se multiplièrent. À la fin de la 3e semaine, il n'était plus que 21. 2 blessés. 2 départs volontaires. Un échec académique. Incapable de calculer correctement la dérive du vent sous pression. Allison regardait chacun partir avec un mélange étrange de soulagement et de crainte. Contente d'être encore là, terrifiée d'être la prochaine.
La 4e semaine introduisit la restriction alimentaire. Ration MRE uniquement. Déficit calorique délibéré. Simulation de conditions réelles où la nourriture manque, mais où la mission continue malgré tout. Et l'enfer ne faisait que commencer. Allison perdit près de 4 kilos en 2 semaines. Ses treillis flottaient sur son corps. Son visage s'affinait, presque creusé. Mais son tir restait d'une précision implacable. La 5e semaine introduisit les opérations en milieu urbain. Un décor de ville factice, immeubles de 3 étages, ruelles étroites, lignes de vue fragmentées, véhicules en mouvement, cibles surgissant et disparaissant en quelques secondes. C'était là que l'esprit mathématique d'Allison brillait vraiment. Angles à travers les fenêtres, variations d'élévation, lecture des vents chaotiques créés par les couloirs urbains. Fenêtre du 3e étage, angle descendant de 15 degrés, 280 mètres, vent négligeable dans l'axe. Le calcul se faisait sans effort. Elle tira. Impact parfait. Harrow observait derrière elle. Ton cerveau va vite, bon instinct pour la géométrie, puis vint l'épreuve critique. 24 janvier. 10 tirs, 10 scénarios urbains différents, 8 impacts minimum pour continuer. Allison arriva sur la ligne de tir confiante, mais pas arrogante, elle avait appris. Tir 1, impact net. Tir 2, impact. Tir 3, échec. Mauvaise lecture du vent à travers une ouverture entre 2 bâtiments. La balle dériva de 15 cm à droite. La panique monta. Elle l'écrasa, respira, se recentra. Tir 4, impact. Tir 5, échec. Elle avait arraché la détente, tiré au lieu de presser. Une erreur de débutant, impardonnable à ce niveau, la panique se fit plus insistante. 2 échecs déjà. Elle ne pouvait se permettre qu'un seul de plus. Tir 6, échec. Trou noir mental. Oubli complet de la compensation d'élévation. La balle frappa bien trop bas. 3 échecs. 7 sur 10. Échec. Allison abaissa son fusil, vidé. Autour d'elle, les autres stagiaires terminaient à leur tir. Brick fit 9 sur 10. La stagiaire blonde réalisa encore un sans faute. Mais Allison avait échoué. Harrow s'approcha. Il ne cria pas, ne jura pas. Il se contenta de la regarder avec cette expression dévastatrice. « Venez me voir après la formation, Ward. » Le reste de la journée passa dans un brouillard épais. Cours sur l'estimation des distances. Exercice pratique de lecture du vent. Allison faisait ce qu'on lui demandait, mécaniquement, mais son esprit rejouait sans cesse les 3 tirs ratés. Elle savait ce qui s'était passé. Ce n'était pas un problème technique, c'était mental. Elle avait craqué sous la pression. Après la formation, elle se présenta au bureau de Harrow. Il était assis derrière un bureau couvert de dossiers, de cartes de tir, de notes. Il lui indiqua une chaise. « Explique-moi ce qui s'est passé. »« J'ai perdu mes moyens, sergent-chef. J'ai perdu ma concentration. J'ai fait des erreurs que je ne devrais pas faire. »« Pourquoi ?» Son regard était tranchant. « Tu as tenu sous le feu réel. Tu as abattu des combattants ennemis pendant que des balles sifflaient autour de toi. Pourquoi une qualification t'a-t-elle brisé ?» Allison n'avait pas de réponse. Ou plutôt, elle en avait une, qu'elle ne voulait pas formuler. « Je ne sais pas, sergent-chef. »« Si, tu le sais. » Il se pencha vers elle. « Tu es épuisé, privé de sommeil, sous-alimenté, ton corps est en train de céder et ton esprit suit. C'est exactement ce que ce cours est censé faire. Trouver ton point de rupture, voir si tu abandonnes, ou si tu continues. » Il se leva. « Tu as droit à une seule session de rattrapage, demain. Même épreuve. Si tu échoues encore, tu es recyclé. Peut-être que tu rejoindras une autre promotion, peut-être pas. À toi de décider si tu as ce qu'il faut. » Allison quitta son bureau vidé. Elle retourna au baraquement sous une pluie froide. Autour d'elle, les autres stagiaires étudiaient, nettoyaient leurs armes ou dormaient. Elle s'assit sur sa couchette et fixa le mur. Elle pouvait abandonner, dire que ce n'était pas pour elle, retourner à la logistique, compter des balles, vivre une vie sûre, prévisible. Personne ne lui en voudrait. L'école de tireurs d'élite brisait des soldats meilleurs qu'elle chaque semaine. À 21h, elle sortit le carnet de Maurice. Elle feuilleta ces pages remplies de 25 ans de savoir, dérive du vent, estimation de distance, respiration, détente. Sur la couverture intérieure arrière, elle relut l'inscription. Mais ce soir-là, les mots frappèrent autrement. « Allison, tu rencontreras un mur. Tout le monde en rencontre un.
Quand tu voudras abandonner, rappelle-toi que le seul véritable échec, c'est d'arrêter avant d'avoir fini. Tout le reste n'est qu'un revers temporaire. Tu en es capable, tu l'as toujours été. Callahan Morris, il avait su, dès l'Afghanistan. Il avait su qu'elle arriverait à cet instant précis, là où abandonner semble plus simple que continuer. Et il lui avait laissé cette encre. Allison se leva, attrapa sa mallette de fusil et sortit sous la pluie vers le pas de tir nocturne. L'officier de sécurité ne s'y attendait pas, mais ouvrit sans poser de questions. Pendant 2 heures, dans l'obscurité, elle travailla à sec, aucune munition, juste les fondamentaux. Respiration, pression sur la détente, suivi du tir, encore et encore, jusqu'à ce que les gestes redeviennent automatiques, jusqu'à ce que l'esprit se taise et que le corps se souvienne. À 1h30, elle retourna au baraquement, dormit 3 heures. Le meilleur sommeil depuis des jours. La qualification de rattrapage eut lieu à 8 heures. Même parcours, même scénario, une Allison différente. Elle aborda l'épreuve comme le test de track, lentement, méthodiquement, sans précipitation, sans panique. Tir 1, impact, tir 2, impact, tir 3, impact, bonne compensation du vent cette fois. Tir 4, impact, tir 5, impact, détente fluide, aucun sursaut. Tir 6, impact, élévation parfaite. Elle continua. 10 tirs, 10 impacts, score parfait. Arrow examina la cible, puis la regarda. Voilà la tireuse que j'attendais. Ne disparaît plus. La 6e semaine fut consacrée au Fieldcraft avancé. Des exercices de plusieurs jours avec un soutien réduit au strict minimum. Les stagiaires opéraient par binôme, menant des missions simulées dans l'arrière-pays géorgien. Allison fut associé à Brick. Il formait une équipe étonnamment efficace. Son expérience d'infanterie complétait parfaitement la précision d'Allison. Ses calculs rigoureux l'aidaient à naviguer sans erreur. Ils passèrent 48 heures sur le terrain, presque sans nourriture, sans sommeil. Ils progressaient pendant que les instructeurs les traquaient activement. Ils établirent des positions de tir, engagèrent des cibles à très longue distance, puis s'exfiltrèrent sans jamais être détectés. Brick remarqua le changement. « T'es différente depuis cet échec à la qualification », dit-il à voix basse, plus stable, plus ancrée. « J'ai dû me briser pour devenir entière. » Allison scrutait leur itinéraire aux jumelles. « J'avais besoin de me rappeler que je ne suis pas spécial, juste quelqu'un prêt à faire le travail. » Brick esquissa un sourire. « C'est exactement ce qui te rend spécial. » La 7e semaine apporta l'exercice final. L'aboutissement de tout ce qu'ils avaient appris. Une mission de 48 heures en binôme, aussi proche du réel que l'entraînement pouvait le permettre. Allison et Brick reçurent leur briefing à 21h, le 3 février. Infiltration d'un complexe ennemi simulé, identification de cibles précises, engagement depuis une position dissimulée à plus de 300 mètres, exfiltration sans être détecté pendant que les walkers les traqueraient activement. L'échec signifiait le recyclage de tout le cursus. 7 semaines de souffrance pour rien. Ils furent déposés de nuit dans les bois de Géorgie. Température, 3 degrés, pluie fine, visibilité quasi nulle. 4 miles jusqu'au complexe, à travers un terrain capable de les dissimuler ou de les trahir. Allison mena la navigation. Relief, comptage des pas, carte et boussole, aucun GPS, aucun outil électronique, des techniques vieilles de plusieurs décennies, et toujours efficaces. Ils avancèrent à une vitesse glaciaire, 6 heures pour parcourir 4 miles. Les walkers passèrent à moins de 6 mètres à plusieurs reprises, ne les virent jamais. À 03h00, le 4 février. Ils atteignirent leur position d'observation. 380 mètres du complexe. Excellente dissimulation. Plusieurs itinéraires d'exfiltration possibles. Ils s'installèrent et attendirent. 11h30 immobiles. La pluie continua. La température descendit à 2 degrés. Le corps d'Allison s'engourdit sous le froid et l'immobilité. Peu importe. La patience vint la panique. Brick souffrait davantage. Les fantassins étaient l'effet pour le mouvement, l'action décisive. Attendre sans agir allait contre leur instinct. Mais il faisait confiance au processus. Il laissa l'inconfort exister sans le combattre. À 14h30, la cible apparut. Un figurant entra dans la cour du complexe,
Distance confirmée, 382 mètres. Vent de gauche à droite, 6 miles par heure. Température et humidité déjà intégrées. Allison effectua les derniers ajustements. Dérive, élévation, respiration réduite à presque rien. Le réticule se stabilisa. Son doigt prit la course de la détente, le tir partit, net. Dans la lunette, elle vit l'impact au centre de la cible. Parfait. 8 secondes plus tard, Brick tira à son tour. Parfait aussi. Ils entamèrent immédiatement l'exfiltration. Les walkers convergeraient vers le complexe sous quelques minutes. Ils devaient se déplacer vite, sans jamais être vus. 8 miles jusqu'au point d'extraction, par un itinéraire plus long mais plus couvert. Ils se déplacèrent comme des fantômes. Chaque relief, chaque ombre, chaque pli du terrain. Les instructeurs passèrent près d'eux à plusieurs reprises, une fois à moins de 2 mètres, sans jamais les voir. Ils atteignirent le point d'extraction à 22 heures, 14 heures après l'insertion. Totalement indétectés. Mission accomplie. L'instructeur observateur, pourtant avare de compliments, esquissa un sourire. C'était du manuel, l'une des meilleures combinaisons de track et de tir que j'ai vu stockiner ces dernières promotions. Bien joué. La remise des diplômes eut lieu le 8 février. Froid sec, ciel dégagé. 26 stagiaires avaient commencé, 9 seulement se tenaient au garde à vous pour recevoir leur Gym Sniper Tab. 65% d'échecs, une promotion particulièrement brutale. Allison se tint droite tandis que le commandant s'approchait et épinglait l'insigne sur son uniforme. Un simple morceau de tissu. 7 semaines de souffrance, des centaines d'heures d'entraînement, des limites repoussées encore et encore. Félicitations, spécialiste Grant, vous êtes désormais tireur d'élite qualifié de l'armée des États-Unis. Ses parents assistaient à la cérémonie par liaison vidéo. Sa mère pleurait, son père restait silencieux, incapable de parler. Son frère envoya un message qui la fit rire. « Tu es officiellement la personne la plus flippante que je connaisse. » Après la cérémonie, une silhouette familière apparut. Le lieutenant Boone Garrett. Elle ignorait qu'il viendrait. Le chef d'équipe SEAL avait fait le déplacement depuis la Californie spécialement pour elle. Les SEALs n'oublient pas leurs dettes. Il lui remit une challenge coin, le trident d'un côté, le numéro d'équipe de l'autre. Tu as sauvé la vie de Sullivan, la mienne, celle de tout le monde. Ça fait de toi de la famille, pour toujours. Il lui tendit la main. Des portes s'ouvrent. Si un jour tu veux rejoindre notre monde, dis-le. J'apprécie, mon lieutenant, mais j'ai trouvé ma voie. Il hocha la tête, comprit, respecta. Une voix familière s'éleva derrière elle. J'ai entendu dire que quelqu'un avait décroché son diplôme de tireur d'élite. Allison se retourna. Le caporal, Garrett Sullivan, se tenait là, en tenue de cérémonie. Son bras gauche encore en écharpe, mais le port droit, le sniper du Montana, celui qui avait été touché pendant l'opération Valkyrie, celui dont elle avait ramassé le fusil. Reaper. Elle ne savait pas qu'il viendrait. Et quelque chose, en elle, sut que l'histoire n'était pas encore tout à fait terminée. Ça m'a pris un moment pour te retrouver. Sullivan lui tendit sa main valide. Je voulais te remercier en personne. Grâce à toi, je vais voir mes enfants grandir. Ça compte plus que tu ne l'imagines. Ils se serrèrent la main. 2 tireurs venus des mêmes montagnes, forgés dans le même feu. Tu l'as mérité. Sullivan lui tendit un petit objet métallique, la bague de lunettes de sa MC, celle de cette nuit-là, métal marqué par le combat. Je l'ai portée pendant 3 déploiements. Je pense que c'est à toi de la faire vivre maintenant. La gorge d'Allison se serra. Je ne peux pas accepter ça. J'en ai déjà une autre, répondit-il avec un sourire. Et puis, chaque fois que tu regarderas à travers une lunette, tu te souviendras. Il marqua une pause. On tient la ligne, tous ensemble. Il la salua une fois, puis s'éloigna sans se retourner. Garrett s'approcha à son tour. Bonne chasse, Ward, rends-nous fiers. Ce soir-là, Allison appela l'Afghanistan. Avec un téléphone satellite, il fallut 15 minutes pour établir la liaison avec la base Griffin. 10 de plus pour retrouver Maurice. Quand sa voix râpeuse résonna enfin, les larmes lui montèrent aux yeux. Sergent Maurice. C'est Grant, mon sergent. C'est bien toi, gamine ? Je voulais juste vous dire que j'ai obtenu mon diplôme. 9 sur 26. J'en fais partie. Un long silence. Puis sa voix revint.
épaisse d'émotion. Je te l'avais dit, je savais que tu y arriverais. Une pause. Je suis fier de toi, Allison. Ton père devrait l'être aussi. J'ai failli abandonner, sergent. La 5e semaine. J'étais prête à partir. Mais tu ne l'as pas fait. C'est ça qui compte. Tu as choisi de rester. Un autre silence. Maintenant, va sauver des vies. C'est un ordre. Oui, mon sergent. Et merci. Merci de m'avoir laissé faire partie de ça, de m'avoir donné une chance de faire les choses correctement, avec quelqu'un. Sa voix se brisa. Allison comprit. Elle lui avait offert une rédemption, une seconde chance, la possibilité d'être pour elle ce qu'il n'avait pas réussi à être pour sa propre fille. Merci d'avoir cru en moi quand je n'y croyais pas moi-même. Ils parlèrent encore 10 minutes. Puis la connexion se perdit dans le grésillement du signal. Et il disparut. Les ordres de déploiement arrivèrent le lendemain. 3e bataillon, 66e régiment de Rangers. Tireurs de précision rattachés aux équipes d'assaut direct. Départ, avril 2013. Retour en Afghanistan. Un cercle bouclé. Là où tout avait commencé. Là où elle avait découvert ce qu'elle était capable de devenir. Les mois entre la remise des insignes et le déploiement furent consacrés à un entraînement intensif. Opérations urbaines avancées, insertions héliportées, interdiction de véhicules, tous les scénarios possibles. Allison absorba tout. Elle débarqua en avril, retrouva la chaleur écrasante, la poussière, l'odeur de diesel et de poudre. Mais cette fois, elle ne comptait plus les balles, elle les utilisait. Sa première mission arriva en moins d'1 semaine. Position de couverture lors d'un raid sur une cible de grande valeur. 600 mètres de distance, dissimulée. À travers la lunette, elle observait les Rangers évoluer avec une efficacité parfaite. Un combattant surgit sur un toit, RPG à l'épaule. Elle le vit avant tout le monde. Calcul instinctif, vent, distance. Elle tira. Il s'effondra. Le RPG ne fut jamais tiré. La mission se poursuivit sans incident. Garrett avait eu raison. C'était sa voie. Protéger ses camarades depuis des endroits qu'ils ne pouvaient pas voir. Faire les tirs qu'ils ne pouvaient pas faire. Être l'ange gardien invisible. Les mois suivants, Allison participa à des dizaines d'opérations. Chaque mission confirmait ce qu'elle avait appris. Patience, précision, sens. Elle portait toujours le carnet de Maurice. Y ajoutait ses propres notes, ses propres leçons. Elle écrivait déjà pour quelqu'un qu'elle n'avait pas encore rencontré. En octobre, un message arriva de Fort Benning. Le sergent-chef Callahan Morris était décédé. Crise cardiaque pendant son sommeil. 12 octobre, 68 ans. Aucune famille à prévenir. Allison était le contact d'urgence. Elle relut le message 5 fois. Le chagrin s'installa dans sa poitrine, lourd, physique. Maurice était parti. L'homme qui avait cru en elle, qui lui avait donné la permission d'être plus, qui l'avait vue comme la fille qu'il avait perdue. Elle demanda une permission exceptionnelle, refusée, déploiement actif. À la place, elle lui écrivit une lettre, 10 pages. Tout ce qu'il avait été, tout ce qu'il lui avait donné, comment il avait changé sa vie, comment elle le voyait comme la figure paternelle que son propre père, blessé et distant, n'avait jamais pu être. Elle brûla la lettre dans une poubelle, devant son baraquement, regarda les pages se recroqueviller et noircir. La fumée monta dans le ciel. Elle espéra qu'il savait. Elle conserva le carnet, le porta sur chaque mission. La couverture de cuir s'usait, déploiement après déploiement. Un lien tangible avec l'homme qui avait tout changé. En décembre, sa rotation ramena son unité à la base Griffin. La base avait changé, nouveau visage, nouvelle structure, mais le mur du souvenir était toujours là. Elle trouva son nom sur une nouvelle plaque de laiton. Sergent-chef Callahan Morris. 25 ans de service, Grenade, Panama, tempête du désert. Elle se mit au garde à vous, le salua, puis murmura pour lui seul « Je vous ai rendu fier, mon sergent. Je tiens la ligne, comme vous me l'avez appris. » En janvier 2014, Allison reçut de nouveaux ordres. Instructrice adjointe en tir de base. Former de jeunes soldats, transmettre ce qui lui avait été donné. Le cercle était complet. Elle n'était plus seulement celle qui tenait la ligne. Elle devenait celle qui apprenait aux autres comment la tenir. Dans sa toute première classe se trouvait une jeune spécialiste de la logistique venue du Tennessee. Meadow Sutton, 22 ans, nerveuse, incertaine, capable de bien plus qu'elle ne l'imaginait.
Alison Ward lui tendit une myrtille. Quoi t'es-il ? Voyons ce que tu as dans le ventre. Le premier groupement de Mido fut serré. Propre, évident. Un talent naturel, immédiatement visible. Mido leva les yeux, surprise. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. Alison esquissa un sourire. Elle se revit 18 mois plus tôt. La plupart des gens ne découvrent pas de quoi ils sont capables avant que les circonstances ne l'exigent. Elle observa la cible. Tu es différente. Tireuse, instinctive. C'est rare. Au fil des semaines, Alison travailla avec Mido et assista à une transformation familière. L'hésitation devenait assurance. La peur se muait en sens, une logisticienne qui comprenait qu'elle pouvait être davantage. Un soir, après l'entraînement, Alison tendit à Mido un petit carnet. Neuf, couverture de cuir, à l'intérieur, des notes, des calculs, des croquis, des leçons héritées de Maurice et des siennes. Sur la page de garde, une inscription manuscrite. La patience vainc la panique. Chacun tient la ligne quand le moment l'exige. Mido l'ouvrit avec précaution. Ses yeux s'écarquillèrent à mesure qu'elle feuilletait les pages. « Sergent Ward, je ne comprends pas. Pourquoi moi ?» Alison répondit sans hésiter. « Parce qu'il y a 2 ans, quelqu'un a vu en moi un potentiel que je ne voyais pas. Il m'a donné la permission d'être plus que ce que je croyais possible. » Elle marqua une pause. « Maintenant, je te donne cette même permission. » Les yeux de Mido brillèrent. « Et si je ne suis pas prête ? Personne ne l'est jamais. On le devient en avançant. » Alison fit quelques pas, puis se retourna. « Et Mido, quand tu arriveras à l'école de tireurs d'élite, parce que tu y arriveras, souviens-toi d'une chose. » Elle sourit. La patience vainc la panique. Elle la laissa là, immobile, serrant le carnet contre elle comme un objet sacré. Ce soir-là, Alison s'assit seule et regarda le soleil se coucher sur la base Griffin. Même désert, même montagne, même ciel. Celui-là même qui avait été témoin de sa transformation, de simple gestionnaire de stock à tireuse de précision. Elle repensa au chemin parcouru, le crash d'hélicoptère, Sullivan à terre, le choix de ramasser ce fusil, chaque instant de peur, chaque doute, chaque décision qu'il avait façonnée. Elle ne comptait plus les balles, elle faisait en sorte que chacune compte. Maurice lui avait donné la permission de découvrir son potentiel. À présent, elle transmettait cette permission à d'autres. L'héritage ne s'arrêtait pas. Il se prolongeait, de mentor à élève, de génération en génération, chacun portant le poids et la sagesse. Le soleil toucha l'horizon, le ciel s'embrasa d'orange et d'or, beau et terrible, comme la guerre, comme la vie, comme tout ce qui vaut la peine d'être fait. Alison se leva, s'étira. Elle sentit le poids familier du carnet de Maurice dans sa poche, la bague de lunettes de Sullivan suspendue à la chaîne autour de son cou, le poids des visages qu'elle portait, des vies prises, des vies sauvées, la personne qu'elle avait été, celle qu'elle était devenue. Elle avait tenu la ligne quand le moment l'exigeait, et elle continuerait à la tenir, parce que c'est ce que font les guerriers, les gardiens, ceux qui refusent d'abandonner. Le vent du désert se leva, emportant le sable et les souvenirs. Alison Ward se tourna et repartit vers les baraquements. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux élèves, de nouvelles occasions de transmettre ce qui lui avait été donné. Mais ce soir-là, elle se contenta de la gratitude pour un mentor qui avait cru en elle, pour des circonstances qui l'avaient révélée, pour le courage d'être devenue quelqu'un qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle était Alison Ward, ancienne logisticienne, tireuse de combat, instructrice, gardienne, et son combat ne faisait que commencer.